C'est parti. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce meetup dans lequel on va parler d'AWS, Amazon Web Services. On aura l'occasion de donner une vue un peu globale des services qui sont proposés par AWS, donc notamment par ceux qui sont les plus populaires, les plus utilisés. On va revenir un petit peu sur les trois vendeurs qui sont les plus déteneurs du marché du cloud. On aura aussi l'occasion de revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne architecture sur AWS, et on donnera par la fin un exemple qu'on a utilisé d'architecture sur le projet que vous connaissez tous, Baromètre. Donc je donnerai un petit peu un exemple, et si on a le temps à la fin, je ferai une démo en direct, en live, pour vous présenter un lancement d'une stack technique nouvelle à la volée, qui prend 5 minutes à la création en utilisant les meilleures recommandations d'AWS. Donc allons-y. Alors, pourquoi devons-nous utiliser AWS? Alors, AWS, c'est le leader mondial dans le cloud. Ils offrent plus de 165 services dans le cloud. On aura l'occasion d'en détailler quelques-uns par la suite. Des millions de clients à travers dans le monde. C'est le cloud qui est utilisé par pas mal de clients. Donc, je vous donnerai un petit peu quelques exemples de clients qui utilisent AWS. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, c'est le CEO d'Amazon Web Services, Andy Jassy. Il a dit une phrase très intéressante lors d'une conférence d'AWS. Et ce qu'il a dit, c'est que pour pouvoir inventer, il faut deux choses. Pouvoir faire plusieurs expériences et en même temps ne pas subir l'échec qu'on aurait dû faire face avec une expérience. Donc, je donne un exemple. Imaginons qu'on a une startup, on a une bonne idée. Ça nécessite de l'infrastructure, des serveurs qu'on doit démarrer, beaucoup de capacités de calcul. Donc, comment on faisait avant, c'est qu'on faisait des contrats avec des fournisseurs de cloud ou de machines. Et c'est des contrats qui demandaient minimum pour avoir des prix intéressants 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors avec AWS, c'est plus intéressant dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir un engagement pour faire des expériences. On peut démarrer une machine lorsqu'on en a besoin, l'utiliser tant qu'on veut, et lorsqu'on n'en a plus besoin, on peut l'arrêter et on n'en peut plus rien après. Donc c'est ça ce qui est intéressant avec AWS. Alors je vais revenir un petit peu juste pour l'anecdote sur l'histoire d'AWS. Comment ça a démarré, l'idée elle est venue d'où? Donc on va commencer par en 2003. C'est une étude qui a été faite par Chris Pinkman et Benjamin Black. En fait, ils ont fait un rapport sur comment ils devraient, et leur site Amazon.com, que vous connaissez j'imagine tous, à quoi ils devaient ressembler. Et par la suite, ils ont dit, si on le fait, pourquoi pas ne pas le monétiser et le vendre comme un service. Donc l'idée était venue de là, en 2003. Ensuite, en 2004, ils ont créé leur premier service, qui va devenir après partie de AWS, qui s'appelle SQS, pour Simple Queue Service. En fait, c'est un service de messagerie de queue. Donc, ça a commencé avec ça en 2004, et officiellement, ils ont sorti AWS en 2006. En 2007, il y avait plus de 180 000 développeurs dessus. En 2010, toute l'infrastructure de Amazon.com a été migrée sur AWS. Et en 2012, ils ont commencé à sortir à organiser leur première conférence, reInvent, qui se passe tous les ans à Las Vegas, et dans lequel ils présentent leurs dernières nouveautés durant cette conférence. Ensuite, en 2013, ils ont sorti leur programme de certification. Je toucherai un mot sur la partie certification à la fin de la présentation. En 2014, ils se sont, on va dire, ils se sont donné comme objectif d'utiliser 100% d'énergie renouvelable pour les différents data centers qu'ils ont un peu partout dans le monde. En 2015, leur chiffre d'affaires a atteint 6 milliards de dollars, avec un potentiel d'augmentation de 90% d'une année à une autre. En 2016, il a atteint 13 milliards de dollars, pour donner une idée du potentiel du marché. En 2017, il a atteint 27 milliards de dollars. Et en 2018, ils ont lancé leur programme du machine learning et d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était pour l'histoire d'AWS. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a une comparaison entre le marché en 2018 et en 2019. Donc l'évolution du marché sur les trois grands concurrents du cloud dans le monde, à savoir Microsoft Azure et Google Cloud.
Donc le bénéfice, si on parle de bénéfice, en 2018, il était de 5 milliards de dollars. Il a augmenté de 41% en 2019. Et pour les autres, ben, l'augmentation elle est plus élevée parce qu'ils commencent à gratter des parts des marchés. Donc 75% pour Microsoft Azure pour atteindre à peu près 4 milliards de dollars. Et pour Google Cloud pour atteindre à peu près 2 milliards de dollars en 2019 avec une augmentation de 83% par rapport à 2018. Donc pour vous donner donner une idée un petit peu des parts du marché, donc AWS il détient à peu près 50% des parts du marché. Donc les autres concurrents ils sont un peu loin. Donc Microsoft Azure ils sont à 22% de parts de marché en 2019. Google Cloud avec 8%. Et les autres, Alibaba et autres compagnies, voilà, ils détiennent le reste du marché. Et comme vous pouvez le voir, il y avait d'autres concurrents, je pense que vous les connaissez tous, OVH, Online peut-être, pour Fabio qui connaît, et qui dégradent parce que Amazon a tout bouffé au cours de route. Donc quelques exemples de grands clients qui utilisent aujourd'hui AWS. Ils ne sont pas tous là présents, mais je pense que les principaux que vous pouvez peut-être reconnaître, que ce soit dans le domaine de la technologie, Samsung, LG, TCL, il y en a vraiment plein, mais pas que dans le domaine de la technologie, il y a aussi de l'industrie. On remarque aussi il y a Coca-Cola, il y a Unilever, il y en a vraiment dans tout, Expedia, il y a vraiment dans tous les domaines. Et il y a les grandes entreprises, mais il y a aussi les startups dans lesquelles c'est vraiment plus intéressant de travailler sur AWS. Donc il y a Airbnb, Spotify, Tinder, Stripe, pas mal de nouveaux startups qui utilisent aussi AWS. Donc là, ils n'ont pas pu mettre ça, j'ai récupéré ça sur Internet. Ils n'ont pas pu mettre tous les clients, bien sûr, sur une seule photo. Mais ils ont des millions de clients un peu partout dans le monde. Des clients locaux, des fois. Et voilà, donc c'est vraiment très puissant et c'est très utilisé. Comme vous le savez, pour chaque fournisseur de cloud, ils ont leur propre interface. Et ce qui est assez puissant chez AWS, c'est l'évolution de leur console. Ils délivrent, je ne sais pas combien de dizaines de services par an. Et là, on peut le voir par l'évolution de la console. Donc la console, c'est l'interface lorsqu'on se connecte sur notre compte ou le compte de l'entreprise d'AWS. C'est ce qu'on voit. On se connecte, on arrive sur cette page. Donc vous pouvez voir en 2015 à quoi ça ressemblait, les différents services qu'ils proposaient en 2015. En 2016, ils ont rajouté aussi d'autres services, ils ont essayé de les catégoriser. En 2017, ils ont retravaillé un petit peu sur la console, ils ont regroupé par catégorie, le rajout de l'intelligence artificielle. Je sais pas, vous connaissez le Poly, c'est pour tout ce qui est enceinte connectée, leur propre en concurrence avec celle de Google. Et en 2019, voilà à quoi ressemble la console d'AWS. Donc ils ont encore retravaillé dessus parce qu'il y a autant de services, ils ne peuvent pas les mettre dans une seule page. Donc ils retravaillent dessus et ça vous montre un petit peu. Les mecs, c'est vraiment des dingues. Comment ils travaillent, les noms de services qu'ils mettent chaque année, c'est vraiment un truc de grandiose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une architecture sur AWS qui est hautement disponible? Donc là, je vais revenir dessus. Je vais commencer par vous détailler un petit peu l'infrastructure globale d'AWS. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Je vais détailler par la suite les zones de disponibilité, Availability Zone en anglais. Donc l'infrastructure globale d'AWS, elle est répartie sur trois parties, si je peux me permettre de le dire. Avant d'en arriver là, donc on a des régions, donc des régions qui contiennent des zones de disponibilité. Et chaque zone de disponibilité, ils ont ce qu'on appelle des edge locations. Je vais revenir dessus en détail, qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces termes. Donc on a la partie, on va dire, les services fondamentaux. Donc on a tout ce qui est calcul avec les machines EC2, c'est des serveurs qu'on peut démarrer. Il y a la partie stockage qu'on retrouve sur le S3, Simple Storage Service. Le EBS pour tout ce qui est disque dur pour les machines EC2. Le Glacier pour tout ce qui est archives de données, qui ne coûte pas cher. Pour la partie réseau, on a le VPC pour les réseaux privés, l'Elastic Load Balancer,
les routes 53 pour la gestion des noms de domaine. Si on veut héberger notre domaine aussi sur AWS, on peut le faire. Sur tout ce qui est base de données, on a des bases de données relationnelles. On peut retrouver, on fait faire du MySQL, tout ce qu'on veut. Je vais revenir dessus. Ils ont aussi leur propre base de données NoSQL qui s'appelle DynamoDB. L'avantage avec DynamoDB, c'est qu'on peut augmenter la taille de la base de données en direct, en live. Alors qu'on ne peut pas le faire avec RDS. Si on a décidé de démarrer une instance, une base de données, si on a choisi 20 Go, on est avec 20 Go. Si on veut augmenter à 40 Go, il faut créer une nouvelle instance et faire la migration. Alors qu'avec DynamoDB, c'est comme ça. ElastiCache pour faire du cache, pour alléger un peu la charge sur les bases de données. Redshift pour tout ce qui est base de données transactionnelle. Il y a aussi la deuxième partie, application service, où on trouve un petit peu des services pour, je sais pas, pour envoyer des messages avec le SNS, Simple Notification Service, le SES, Simple Email Service. On veut envoyer une communication à nos différents utilisateurs, différents clients, donc on peut le faire ce service-là. Il y a le CloudFront, je vais revenir dessus juste après. Après, il y a tout le reste, il y a le SWF, tout ce qui est workflow. Après, il y a la partie management et déploiement, donc la console que j'ai détaillée juste avant. Le Beanstalk et le CloudFormation, c'est des moyens d'automatiser le déploiement de nos applications. Donc, je vais donner un exemple à la fin avec la CloudFormation. Après, il y a la partie Identity Access Management avec le service IAM. Je vais revenir dessus. La partie fédération, je vais donner aussi quelques explications après. Et après, il y a le CloudWatch pour tout ce qui est monitoring de nos différents services qui sont sur AWS. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Les lambdas, c'est où? Alors, les lambdas, ça va être sur cette partie-là parce que c'est du calcul. Donc, ça va être ici. Là, je peux pas il y a 165 services. Je ne peux pas les mettre dans une seule slide. Le but de cette présentation, c'est de donner une vue globale. Je ne peux pas tout mettre, hein, sinon j'aurais besoin des jours et des jours. Mais les services lambda, c'est en fait ce qu'on appelle les serverless. En fait, c'est des fonctionnalités qu'on démarre par requête. Dès qu'on reçoit par une API Gateway, par exemple, dès qu'on reçoit une requête, on démarre une instance. Donc, ce n'est pas le même type de facturation que EC2. EC2, c'est facturé à l'utilisation, c'est-à-dire lorsqu'on démarre, on commence à être facturé, alors que lambda, c'est par requête. Ce n'est pas les mêmes types de facturation. Je n'aurai pas le temps de détailler les lambda ici. Mais si ça intéresse, on pourrait aussi prévoir une autre séance sur AWS, on peut parler de ça. Moi, je ne suis pas un technicien. Oui, il n'y a pas de souci. La présentation, elle est faite pour qu'elle cible pas mal de public. Peut-être que tu l'as déjà mentionné auparavant, je suis désolé, je suis arrivé en retard. Donc Amazon Web Services, donc c'est plus de 160 services différents. Ouais. Donc ce qui caractérise AWS, est-ce que c'est cette pluralité de services? Est-ce que c'est le nombre de services qu'on peut obtenir? Ou est-ce que c'est la qualité? Ou est-ce que c'est un service en particulier? C'est juste ça que j'aimerais comprendre avant de... Alors le nombre de services, ça évolue tellement rapidement. Il y a aussi le support qui est derrière. Après, moi, je n'ai pas fait un benchmarking pour comparer chaque fournisseur cloud. Mais en tout cas, moi, j'ai vu que c'est le meilleur, c'est les premiers sur le marché. Je me suis dit, je vais m'intéresser à eux. Mais moi, je vois ce qu'ils font tous les ans. C'est des trucs de malade. À chaque fois, c'est des nouveaux services, des améliorations en continu, que ce soit sur l'interface, sur les services. Donc, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, et en fait, il y a une question que j'aimerais te poser, c'est une question que j'aimerais poser à mes clients aussi. Ouais. Si jamais j'ai un client qui me dit, moi je fais de la WS, est-ce que tu as des conseils à me donner sur quelles questions je pourrais lui poser pour pouvoir justement comprendre dans quelle strate il se trouve, dans quel service il se trouve, quel service il utilise ou... Ça dépend du besoin, Si le besoin il est juste de faire un POC, ça serait bien d'utiliser quelques services. Selon, ça dépend du besoin. Est-ce que par exemple c'est par utilisation ou lorsqu'on démarre, on est facturé au clic du démarrage. Ça dépend du besoin du client. Il faut adapter ce discours peut-être
Alors moi, c'est pas un discours que je cherche, c'est plus des questions pour comprendre justement son besoin. Si tu veux, on peut en parler après si tu as parce que là. Ouais, non, pardon. D'accord. Ok. Alors, là, ici, on peut voir un petit peu la répartition des différents data centers, des différentes régions des data centers d'AWS. Bon, ça a commencé ici, aux États-Unis, bien sûr, dans la région de Virginie. C'est la région la plus avancée en termes de technologie parce que lorsqu'ils créent un nouveau service, ils ne les démarrent pas tous en même temps, donc ils font une partie des tests sur la région. Donc la région de Virginie, c'est elle qui est la plus pointe en termes de nouveaux services. Donc après moi, lorsque j'ai commencé à travailler sur AWS en 2015-2016, il n'y avait que la région Irlande qui contenait un data center en Europe. Par la suite, il y a eu Paris, Londres, Francfort. Et donc en 2018, il y avait 19 régions. En 2019, il prévoit 5 autres, notamment l'Afrique et le Moyen-Orient, notamment en Chine. Donc ça a évolué tellement rapidement, ils sont en train de se préparer un peu partout dans le monde, ce qui est une chose bien. Donc il y a région, zone de disponibilité, je vais revenir dessus juste après. Donc voilà à quoi ressemble une zone de disponibilité ou availability zone, c'est juste un data center. Là, j'ai essayé de chercher la photo du data center qui est dans la région parisienne. Donc, j'ai trouvé que c'était à Brétigny-sur-Orge. Donc, c'est le photo de synthèse que j'ai trouvé. Donc, voilà ce que c'est qu'une availability zone. Ils peuvent être deux availability zones qui sont à côté l'un de l'autre. Mais la différence, vu que c'est une zone de disponibilité, ils ont deux arrivées d'électricité différentes. Comme ça, s'il y a une coupure d'électricité, bon, l'autre n'est pas impacté. Ou deux arrivées d'Internet différentes. Donc c'est vraiment pour, ils peuvent être 100 mètres de distance, comme ils peuvent être séparés d'une centaine de kilomètres. Donc qu'est-ce que c'est qu'une région? Une région, elle doit contenir minimum 2 availability zones. Donc en Asie, voilà, c'est ce qu'on voit. Là, dans la région européenne, il y a l'Europe, en Irlande, il y a aussi dans la région parisienne et à Londres, il y a minimum 3 zones, availability zones. Et aux États-Unis, on a même 4. Maintenant, on va essayer de parler des services les plus populaires sur AWS. Donc, on va commencer par l'IAM et on va revenir sur les autres au fur et à mesure. Donc, pour la partie IAM, Identity Access Management, alors c'est un service qui permet de gérer l'accès à notre console AWS. C'est un moyen de centraliser la connexion à notre compte AWS. On peut tellement mettre en place des règles pour que ça soit très granulaire, dans le sens où on a par exemple un pôle admin, on va leur donner un rôle en particulier, on a un pôle RH, on va leur donner des rôles particuliers pour que chacun puisse avoir accès que ce qu'il doit voir accès. On peut aussi mettre en place ce qu'on appelle Identity Federation, que j'ai présenté tout à l'heure dans la vue globale. Qu'est-ce que c'est? Ça nous permet aussi de plugger notre compte AWS avec notre système, notre infrastructure chez notre entreprise. Donc on peut utiliser l'Active Directory. Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous connectez chez Exim avec votre compte Windows, vous pouvez réutiliser ces mêmes identifiants pour vous loguer sur la console AWS. On peut utiliser aussi les plugins Facebook ou LinkedIn. Après, il y a la partie Multi-Factor Authentication. Qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de sécuriser encore plus l'accès à notre console. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez Google Authenticator. Lorsqu'on se connecte, en fait, c'est un code qui change toutes les 30 secondes. Donc, qu'on doit renseigner à chaque fois qu'on se connecte pour rajouter une sécurité en plus à notre compte. Donc voilà. Après, on peut aussi configurer la rotation des changements de notre mot de passe. On peut dire par exemple que notre mot de passe doit être changé tous les mois ou tous les 3 mois selon la politique de la boîte. Mais on peut aussi définir les caractéristiques que doit comprendre le mot de passe. Un caractère, une majuscule, caractère spécial, ainsi de suite. Le nombre de caractères, etc. Maintenant, on va parler de AWS S3, le Simple Storage Service. C'est le service le plus utilisé chez Amazon. Alors pourquoi? Parce qu'il n'est pas cher. Donc on peut permettre de déployer notre site web statique sur S3. Donc c'est un service qui est très utilisé
notamment par les services, les développeurs, les entreprises pour déployer leur contenu. Donc la particularité du service S3, c'est que c'est un service qui permet de stocker des fichiers de type objet. C'est des fichiers plats, des images, des vidéos, mais on ne peut pas installer dessus un système d'exploitation par exemple. Donc et on peut charger un seul fichier qu'on peut charger, il peut contenir 5 terabytes, on ne peut pas aller au-delà. Mais par contre, on a une capacité illimitée de fichiers qu'on veut mettre dessus. Vraiment, on a. Mais par contre, vous allez payer. Donc, la facturation, ça se passe avec le nombre de gigas que vous consommez, mais aussi par requête. Donc, il y a deux facturations que vous devez prendre en compte. C'est la taille et aussi les requêtes. Je crois que ça varie aussi en termes de la méthode de chiffrage, enfin cryptage des... Ah mais ça c'est autre chose. Mais ça je vais pas rentrer dessus, mais si ça vous intéresse, on pourrait en détailler juste après le meetup. En fait, on peut crypter des données sur S3, vu que tu parles de ce sujet. On peut crypter, que ce soit des méthodes de cryptage chez le client, c'est-à-dire, ou bien on peut utiliser un service qui est dédié à Amazon, qui s'appelle KMS. Donc on peut l'utiliser pour chiffrer nos données. Et dans ce type de chiffrage, il y a aussi 3 types. Il y a ce qu'on appelle le chiffrage, la méthode de chiffrage chez client ou chez le client. Ou la dernière, c'est, je ne me rappelle plus c'était quoi, j'ai oublié. Mais en tout cas, il y a 3 types. Ils appellent ça server-side encryption ou client-side encryption. Alors je reviens à ce que je disais sur S3. Donc la particularité sur S3, c'est qu'il y a la notion de availability et de durability. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'availability, c'est en fait le temps d'accès à votre donnée. Donc ils garantissent 99,99% de rapidité d'accès à votre donnée. Et sur la durabilité, en fait, c'est la sécurité que votre donnée soit perdue. Donc il y a une chance sur les 11,9, une chance sur, je sais pas moi, sur 100 milliards de perdre votre donnée. Donc c'est quasiment voire impossible. À part si vous avez vraiment cette chance-là, c'est très rare. Donc à tel point, c'est vraiment sécurisé, c'est bien redondé un peu partout dans le monde. C'est impossible de perdre une donnée sur S3. Même s'il y a une inondation, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, c'est vraiment très difficile de perdre une donnée sur S3. Les données sont répliquées, comment on fait pour l'availabilité? En fait, S3, c'est un service managé, ce n'est pas nous qui le gérons. Il y a aussi des possibilités, il y a des options, le cross-region replication. Donc on peut, par exemple, si nos données, on crée un bucket sur la région parisienne, on peut nous aussi forcer la duplication de notre bucket sur une autre région. On peut le forcer. Donc c'est une option, mais c'est facturé. Donc, alors que ça va être répliqué automatiquement dans la région auquel c'est un service managé, c'est pas géré. Par contre, SE2, c'est pas un service managé, c'est vous qui gérez je vais revenir dessus. Donc la chose que je n'ai pas dit, c'est que les fichiers, vous ne les uploadez pas comme ça dans S3, vous créez des buckets. Donc les buckets, c'est quoi? En fait, c'est des répertoires web que vous avez sur S3. Ça doit respecter une certaine règle. Il faut que le nom que vous donnez à votre bucket, ce soit un nom universel. Aujourd'hui, par exemple, si je crée une application pour Xsim, je vais la nommer application.xsim.fr. Demain, vous essayez de vous connecter à votre console, vous ne pourrez pas utiliser ce même nom, parce que c'est universel. Il y a ça que j'ai oublié de le dire. C'est universel pour la structure qui possède AWS ou pour toutes les structures qui utilisent AWS? Pour toutes les structures qui utilisent AWS. Alors là, on va revenir sur les types de classes de stockage sur S3. Alors il y en a 5, voire 6. Il y en a un qui est en une sorte de upgrade de l'autre. Donc il y a le stockage S3 standard. Voilà, il y a les 11.9 dont on a parlé tout à l'heure. C'est le plus performant et c'est bien sûr le plus cher. Après, il y a le S3 Intelligent Tiering où il y a un petit peu d'intelligence artificielle. Je vais revenir dessus juste après avoir détaillé les autres. On a le S3 standard Infrequent Access. C'est dédié à quoi? En fait, c'est dédié à des données dans lesquelles on n'aura pas besoin d'accéder fréquemment. Bien sûr, c'est moins cher, mais par contre, la contrepartie, c'est que dès qu'on fait des requêtes, on est payé par requête. Donc, il faut minimum
une durée de stockage de 30 jours et ben, on paye par récupération de données. Et il y a le S3, une zone infrequent access. En fait, c'est la même chose que là, mais c'est déployé que sur une seule zone. C'est encore moins cher que l'autre, mais par contre, il y a un délai de récupération de données. Et là aussi, c'est facturé. Et il y a le S3 glacé. Glacé, c'est pour tout ce qui est archives de données. Normalement, on n'a pas besoin d'accéder aux archives aussi fréquemment. Donc, c'est très rare qu'on doit avoir accès à notre archive. Notamment pour des questions réglementaires. S'il y a par exemple, dans le domaine financier, il y a l'AMF qui veut voir qu'est-ce que le mec il a tradé, je ne sais pas moi, il y a 5 ans. Vous allez pouvoir le faire avec ça. Sauf que la contrepartie, bien sûr, il y a des options. On peut avoir l'information au bout d'une minute, c'est très cher, mais comme on peut avoir au bout de quelques heures. Donc, dépendamment de notre contrainte, on doit payer. Il y a le dernier, c'est aussi récent, c'est S3 Glacé Deep Archive. Et celui-là, par contre, pour récupérer des données, il faut minimum en moyenne 10 heures de récupération de données. Si on n'a pas de contrainte légale, c'est moins cher, donc on peut l'utiliser. Et je vais revenir sur le S3 Intelligent Tiering, c'est un truc récent. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est le même que le S3, sauf qu'avec la particularité qu'Amazon, ils ont introduit aussi une intelligence artificielle. Donc, ils vont voir comment vous utilisez les données qui sont dans S3. Donc, si vous l'utilisez fréquemment, ils vont les déplacer sur S3 standard. S'ils voient que vous les utilisez une fois tous les 3 mois, ils vont les déplacer dans S3 Infrequent Access ou, dépendamment de la zone où vous l'utilisez, ils vont faire la réorganiser automatiquement sans que vous ayez rien à faire. Donc, ça va baisser la facturation? Oui, le but c'est ça, c'est de baisser la facturation du client. C'est ça le but. Ou augmenter. Ou augmenter, sinon on peut le faire nous-mêmes. On peut mettre en fait des policies pour déplacer les données. Par exemple, au bout de 30 jours, on peut dire que c'est bon, que ce soit par exemple pour les journaux. Voilà, lorsqu'ils publient un article, il est visible le premier jour. Je pense au bout d'une semaine, l'article est plus visible. Il est plus lisible vraiment beaucoup. Donc on peut mettre des règles, de dire au bout d'une semaine, déplacement cet article vers machin. Donc on peut mettre ces policies-là. Le CloudFront. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier par la notion de CDN, le Content Delivery Network. En fait, c'est ce qui permet, lorsqu'on essaie de télécharger une page web ou d'accéder à une page web, ce qui permet de nous la renvoyer dans n'importe quelle localisation dans laquelle on se trouve dans le monde. Et pour qu'ils puissent le faire, il se base sur ce qu'on appelle les edge locations. Alors, qu'est-ce que c'est que les edge locations? C'est des serveurs qui sont un peu partout dans le monde et qui permettent de faire du cache. Il y a à peu près plus que 150 edge locations qui sont un peu partout dans le monde. Je vais... Pardon? Compris en fait, là, c'est CDN. CDN? Le Content Delivery Network? Ouais. C'est quoi? En fait, c'est un système distribué de serveurs qui sont un peu partout dans le monde. Et lorsqu'on essaie d'accéder à une page web, ça permet dépendamment de là où on se trouve, de dire ok, le serveur qui est le plus... Par exemple, imagine... Alors, peut-être ça va vous parler plus cet exemple. Imaginons que j'ai une application ici, sur la région parisienne. J'ai un utilisateur qui est en Afrique du Sud. Il essaie de télécharger ma page web. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il va détecter qu'il est en Afrique du Sud, donc il va voir le edge location qui est le plus proche. Donc il va demander est-ce que tu as cette page? Il va dire non, je ne l'ai pas. Donc je vais la récupérer. Donc il va faire ça le CDN, c'est tout ça. Donc il va demander l'information au serveur en utilisant le réseau d'AWS, le CDN, et qui va aller le charger dans ce edge location. Il va mettre en cache et il va restituer l'information après à l'utilisateur. Ce qui est intéressant, c'est pour le deuxième utilisateur qui vient de la même région demander l'information. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas redemander le truc, mais il va voir « Oh, j'ai déjà ce truc-là, donc je lui renvoie ». Donc ça augmente la rapidité de restitution de l'information. Et c'est ça le... C'est-à-dire l'information n'est pas centralisée, c'est pas vraiment distribué dans tous les serveurs. C'est juste centralisé au niveau de la ouais. data center. Après, Ouais. Et la particularité de ça, c'est que, imagine, alors il y a des avantages et des inconvénients, c'est que l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas supprimer. Imagine, on fait une mise à jour dans notre application. Il y a un temps de latence. On pourrait se dire, on va aller supprimer le cache qu'on a mis dans les différents edge locations. Alors que Amazon,
n'aime pas ça et le facture. Si vous lui dites, vous me filez le cash, et ça, ils veulent le facturer parce que ça nécessite une intervention de leur part. Et ça, c'est facturé. Et normalement, la synchronisation, ça prend combien de temps? Lorsque tu mets à jour Normalement, c'est rapide, mais après, s'il y a trop de charges, ça prend un peu de temps. Mais normalement, c'est très rapide. Ils disent qu'il faut attendre, de mémoire, dans un article que j'ai lu, il faut attendre, je pense, 24 heures ou 48 heures. Au-delà, c'est eux qui sont en tort, et à eux de rectifier la situation. Mais ils disent il ne faut pas s'affoler avant 24 heures. Mais moi, les expériences que j'ai eues, c'est assez rapide. Là, on revient sur la partie calcul avec les machines EC2. Donc, les machines EC2, c'est quoi? En fait, c'est des serveurs, c'est des machines virtuelles qu'on va lancer dans les serveurs d'AWS. Donc, la particularité qu'ils ont, c'est que il y a différents types, différentes classes que je vais détailler juste après. On peut les démarrer au besoin. Si on n'en a plus besoin, on peut les arrêter, on n'est plus facturé. Ça permet de démarrer une machine au bout d'une minute. On a une machine dans laquelle on peut utiliser, faire tout ce qu'on veut. Choisir la taille qu'on veut, ils ont vraiment l'embarras du choix. Il y a des machines propres à Amazon, mais il y a aussi des machines CentOS, Linux, Windows, tout ce qu'on veut. Alors, les différents types de facturation de EC2. Il y en a 4. La plus, on va dire, utilisée, la plus connue, c'est les on-demand. J'ai besoin d'une machine, je la démarre. Elle est disponible au bout d'une minute. Donc, par contre, là, on paie à l'utilisation. Donc, c'est un peu cher par rapport aux autres. Il y a les types, là, c'est utilisé par exemple pour les startups, lorsqu'ils ont besoin de faire des tests, des POC, ils peuvent utiliser ça. Il y a le deuxième type qui est les instances réservées. Alors, cela, l'avantage avec cela, c'est que vu que c'est des instances réservées, la facturation elle est beaucoup plus intéressante parce que c'est comme si on passe des contrats avec AWS de minimum 1 an jusqu'à 3 ans. Donc la facturation elle est plus intéressante que le on-demand, mais c'est un contrat. Il y a les dedicated hosts. Et à ce moment-là, on a des serveurs physiques qui sont dédiés à notre utilisation, que ce soit pour des contraintes réglementaires. Je ne sais pas, par exemple aux États-Unis, ils ont pas mal de contraintes réglementaires pour que les données restent aux États-Unis. Donc à ce moment-là, on utilise des dedicated hosts. C'est encore plus cher, mais voilà. Donc si on a des contraintes, on peut utiliser des dedicated hosts. Parce que les autres, c'est bien, je ne l'ai pas dit, les autres machines, ils sont partagés avec plusieurs clients. Okay. Mais ils ont un système qui permet de sécuriser avec les HRM. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais peut-être notre ami DevOps, il connaît un peu le sujet. Il y a le quatrième type, les spots. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est encore plus marrant. C'est que on va essayer de parier sur une machine. Alors, c'est utile pour les entreprises, je ne sais pas, ma pharmaceutique qui doit faire des calculs qui durent des heures. Ils ont besoin d'une grande capacité, mais par contre, ils ne veulent pas payer trop cher. Ce qu'ils veulent, c'est comme la bourse, c'est l'offre et la demande. Donc moi, je veux mettre le prix de, je ne sais pas moi, 3 secondes par 3 centimes par seconde d'utilisation. Donc c'est des machines sur lesquelles on parie. Donc dès qu'il y a des machines disponibles à ce prix-là, on les affecte et on peut les programmer pour faire le traitement qu'on veut. L'inconvénient, c'est que dès que Amazon en a besoin, il vous les retire. Donc c'est à vous de voir si c'est utile pour vous. Parce qu'il n'y a pas de contrainte de temps, on peut l'utiliser. C'est vraiment pas cher, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde qui les utilise. Et si on sait bien les utiliser, on peut faire pas mal d'économies. Comme ce n'est pas très utilisé, donc il n'y a pas de risque pour qu'on les enlève. Mais peut-être que d'ici demain, les gens ils vont se rendre compte, c'est vraiment très intéressant, ils vont commencer à les utiliser. Après, j'ai parlé de ces deux, mais il y a aussi la partie EBS pour tout ce qui est Elastic Block Storage. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le disque dur de votre machine. Alors, la particularité de EBS, c'est qu'on peut associer qu'un seul EBS à notre machine. On ne peut pas associer plusieurs. Si on veut faire plusieurs disques, on doit utiliser un autre service qui s'appelle EFS, Elastic File System. Et c'est là où on peut augmenter au fur et à mesure la taille de notre volume lié à notre machine. Donc, ils sont de 3 types. Il y a les SSD.
pense que vous connaissez. Il y a le General Purpose, il y a les provisionnés. Après, il y a les HDD. La différence, c'est que ici, les performances, ils sont en termes d'écriture, lecture et écriture système. Alors que là, c'est en termes de vitesse d'accès. Donc, je vais donner un exemple. Après, il y a le type magnétique qui est très rare à utiliser et je pense qu'ils vont l'enlever bientôt. Donc là, un exemple d'utilisation de ces 4 types de machines, de volume EBS. Donc, on a les provisionnés, c'est utilisé pour tout ce qui est environnement de dev, de test. C'est assez performant. Mais si on veut chercher plus de performance, notamment pour les bases de données, à ce moment-là, on peut aller vers les provisionnés et on peut voir que l'opération d'écriture, lecture-écriture par seconde, ils peuvent aller jusqu'à 32 000 opérations, alors que là, on n'a que 10 000. Et pour les autres, c'était par exemple pour les bases de données, Mongo, Cassandra, Postgre, Oracle, etc. Après, pour les HDD, Hard Disk Drive, la performance, ça se calcule par rapport à la vitesse des lectures. Ici, on a jusqu'à 500 mégabytes par seconde et c'est utilisé dans le domaine du big data, du streaming, data warehouse, etc. Et par contre, la particularité, c'est que ce système-là, ce type de volume, il est bootable, alors que là, non. Après, il y a le cold, c'est encore moins cher et c'est vraiment lorsque vous n'avez pas de contraintes de performance, vous pouvez les utiliser, c'est encore moins cher. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste expliquer très rapidement ce que c'est que l'Elastic Block Store? D'accord. En fait, le EBS, Elastic Block Store, c'est le disque dur que vous avez par exemple sur votre machine. Donc vous avez une instance, donc vous avez de la RAM, vous avez du CPU, vous avez besoin de stocker des données quelque part sur un disque dur. Et bien ça, c'est le disque dur de votre machine EC2. Si je résume grosso modo. Bon, après il y a un autre service, le CloudWatch. C'est un service qui permet de monitorer un petit peu tous les services qu'on utilise sur AWS. Que ce soit pour les ressources de type calcul, les EC2, Auto-Scaling Group, là j'en ai pas parlé. En fait, ça permet de mettre des règles lorsque votre machine a atteint 80% de CPU, de démarrer une autre instance à la volée. Elastic Load Balancer pour faire du load balancing vers les différentes machines que vous avez. Les routes 53 pour faire du check, par exemple si votre serveur ne répond pas, on peut en générer une notification, envoyer un mail, un message, tout ce qu'on veut. Le storage et le content delivery, on a les EBS qu'on vient de détailler, on peut monitorer dessus. Si le disque dur il atteint, je sais pas moi, 90%, on peut générer une alerte. Après il y a le CloudFront aussi. Maintenant, on va passer à un autre type de service qu'on appelle RDS, Relational Database Service. Et dedans, on va retrouver les bases de données qu'on connaît tous. Du MySQL, du Postgres, SQL, MariaDB, Oracle. Mais à Amazon, ils n'allaient pas en rester là. Donc, ils ont créé leur propre base de données relationnelle qui s'appelle Aura. Et ils prévoient des performances 5 fois plus supérieures que le MySQL. Après, c'est bien sûr, c'est facturé, tout c'est facturé. Alors, les deux fonctionnalités d'une instance RDS, on peut retrouver le multi-AZ. Ce n'est pas des options qui sont cochées par défaut. Lorsqu'on la coche, cette multi-AZ, c'est-à-dire notre donnée ils vont être répliquées sur une autre zone de disponibilité. C'est par exemple une zone, elle crame. Ben, nos données, on est sûr qu'ils sont répliquées en mode synchrone, vraiment à la seconde près, nos données. Et un autre type qui est... Oui. Elles sont répliquées s'il y a un incident? Non, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il arrive, il y a des... Dès qu'on fait du racket ici, ça la réplique en mode synchrone dans la zone de disponibilité. Et un autre type qui vient complémenter ça. Imaginons, c'est ce qu'on appelle les read replica. Imaginons que j'ai une application, un client qui font des blogs ou des journaux qui publient des articles où le temps d'écriture il dure, c'est peut-être une fois par jour ils écrivent un article, mais par contre les lectures qu'on reçoit sur l'application ils sont énormes. Donc pour augmenter la performance pour les lectures, on peut utiliser les read replica. Là ça garantit pas là sur ce truc là on garantit pas la sécurité de la donnée, mais on augmente la performance parce que c'est juste des lectures et pour ne pas embêter la base qui fait des lectures-écritures, on utilise ça.
Donc c'est juste pour les RAID réplica, c'est juste pour les performances et c'est fait en mode asynchrone. Ce genre de questions, ça peut arriver sur la certification. Donc synchrone, asynchrone. En général, c'est quoi exactement en arrière? C'est un cube, c'est quoi pour accélérer l'écoute? Plutôt la lecture. J'ai pas compris. C'est quoi? Comment on le fait pour vraiment accélérer la lecture? Juste la lecture. Ben, en fait, lorsque c'est juste une lecture, ben, il envoie les requêtes vers cette base-là et cette base-là, il est faite pour... vu qu'il n'y a pas d'écriture, tout est dédié à la lecture. Donc lorsqu'on fait un select, c'est plus rapide que lorsqu'on fait un update d'une chose. On est d'accord? Ouais. Donc là, c'est une base qui est dédiée qu'à la lecture. Bientôt, ils ont eux, leur mécanisme derrière qui fait que c'est plus performant. Et de la réplication à chaud des bases de données. Donc... Alors là c'est pas... Oui, c'est à chaud, oui, c'est en prod, oui. D'accord. Là c'est en mode asynchrone. Dès qu'il y a une requête qui est exécutée sur une base, elle est exécutée automatiquement dans notre base, alors que là, c'est en mode asynchrone. D'accord. Donc il se peut qu'il y ait une latence, mais elle est minime. Et donc il se pourrait qu'il y ait des transactions qui peuvent être perdues entre temps. Là, c'est juste la lecture. Il n'y a pas de transaction ici. Il n'y a pas de notion de... C'est juste de la lecture. C'est juste de la lecture. Donc après, s'il y a une pareille mise à jour, c'est pas très grave. Mais par contre, là, sur le multi-Z, oui, c'est grave. S'il y a un autre centre, il crame. Si on a des transactions qui n'ont pas été enregistrées, là, c'est un peu grave. Mais par contre, si c'est juste de la lecture, c'est pas très grave. C'est juste la visualisation. Je pas tout dit c'est très important. Multi-AZ, en gros, si on peut l'imaginer comme c'est des sortes de CDC déclenchés sur multiples... Je vais donner un exemple, mais bon, je vais donner un exemple après si tu veux, on peut en parler maintenant. Voilà, par exemple ici on a une architecture qui est multi-AZ. Donc on a une synchronisation ici qui se fait en mode asynchrone. Bon là, j'ai pas un exemple avec RAID réplica, mais si on imagine qu'on avait un réplica, ça serait une base, mais la synchronisation, ça va être un mode asynchrone. C'est juste de la lecture en fait, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de données modifiées ou de perte de données. Alors, ouais, j'étais ici. Donc juste pour donner une idée des autres types de stockage, on a les EFS, Elastic File System, lorsqu'on veut augmenter la taille des disques durs qui sont associés à nos machines, donc on peut les utiliser. Les types blocs, je les ai détaillés. Les types objets, on en a parlé. DynamoDB, la base NoSQL propre à Amazon, qui est vraiment très performante. On peut l'augmenter en fly. Il y a les RDS qu'on a vu, Amazon Redshift pour tout ce qui est base de données transactionnelle, Redis pour tout ce qui est du cache, pour la partie stockage, SQS, le Simple Queue Service, le premier service d'Amazon. Et il y a Amazon Kinesis pour tout ce qui est streaming. Les VPC, on n'allait pas parler de cloud, on parlait de réseaux virtuels. Donc les VPC c'est quoi? En fait c'est des réseaux virtuels qui sont dans le cloud. Qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent d'apporter une sécurité en plus. Même si c'est bien sécurité par Amazon, ça permet de rajouter une sécurité. Parce qu'on crée un VPC, il est par défaut pas accessible depuis l'extérieur. Et c'est à nous de le configurer pour qu'il soit accessible ou pas. On peut mettre à l'intérieur des sous-réseaux. Donc on peut mettre des réseaux, par exemple publics, qui sont accessibles depuis l'extérieur, comme on peut mettre des réseaux privés qui sont accessibles que par un autre sous-réseau, par exemple. L'avantage avec les VPC, c'est qu'on peut définir notre propre plage d'adresse IP qui peut être allouée dans notre sous-réseau. Donc c'est vraiment très configurable. Alors parmi les caractéristiques des VPC, c'est qu'on peut lancer des instances dans des sous-réseaux de notre choix. On peut assigner la plage d'adresse IP, configurer les règles de routage d'un sous-réseau à un autre, créer un Internet Gateway si on veut qu'un sous-réseau ait accès à Internet. Notamment, on a des instances, on veut les mettre à jour, leur système et tout cela. Donc, on peut utiliser l'Internet Gateway qu'on peut rattacher à un VPC. Ils permettent une meilleure contrôle de sécurité, bien sûr, ce qu'on a dit. Après, pour encore améliorer la sécurité sur les instances, on peut utiliser les security groups.
Et pour les sous-réseaux, pour les sécuriser, on utilise les Access Control List pour dire, par exemple, sur ce sous-réseau-là, il est accessible par cette adresse IP ou il permet les accès sur ce port-là. Donc, on peut configurer tout ça sur les Access Control List. Donc, ça, c'est des questions qui peuvent revenir sur la certification. Donc, les Access Control List, c'est pour les subnets et pour les Security Groups, c'est pour les ressources comme les EC2. Et toutes ces configurations-là, c'est sur le web ou c'est un fichier que tu... Alors, tout peut se faire sur l'interface, on peut le faire manuellement. Après, je vais vous montrer un moyen de le faire aussi avec du code, si on veut, ce qu'on appelle l'infra as code. Si on a le temps, je vais vous faire une démonstration en direct, comme je vous ai promis au début. Il y a un outil d'infra as code d'Amazon? Oui, il y a un outil qui s'appelle CloudFormation que je vais revenir juste après. Donc ici, un exemple d'architecture avec des VPC. Donc ici, on peut voir, on a un VPC. Okay. Sur ce VPC-là, on a Internet Gateway qui permet de mettre à jour, si on veut, les systèmes qui sont installés dans les instances ici. On peut associer une plage d'adresse IP. Donc il y a un masque de 24, je pense de mémoire, c'est équivalent à 256 ou 254 adresses IP disponibles. Voilà, on peut imaginer que ce réseau-là, c'est un réseau public voilà, qui a accès à Internet. Après, il y a un NAT Gateway pour faire une communication avec une autre instance dans un autre sous-réseau. Après, on peut aussi, si on ne veut pas que notre sous-réseau soit accessible à Internet, on peut faire un VPN Gateway. Oula, c'est quoi ça? Amazon, c'est AWS. Faut pas l'utiliser, attaqué par AWS. Donc on peut faire un VPN Gateway et avoir accès à notre réseau dans notre entreprise, un accès direct sans passer par Internet. Après, il y a les VPC Endpoint pour pouvoir accéder à des buckets S3. Après, DynamoDB aussi on l'associe à un VPC. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une architecture hautement disponible et qui est fault tolerance? Fault tolerance, c'est-à-dire que s'il y a une panne dans l'un de ces composants, qu'il soit capable de continuer à fonctionner normalement. Donc Amazon, la plupart de leurs services, ils sont fault tolerants pour les services managés. Donc s'il y a un centre qui craint, ils assurent la disponibilité de leur service. Fault tolerance, tolérance de panne. La plupart des services qui sur Amazon, notamment S3, SQS, Elastic Load Balancer, ils sont tous fault tolerants. Donc vous avez la garantie qu'ils soient toujours up. Les services, par exemple, qui sont non managés de type EC2, on peut imaginer, par exemple, si on a une règle, si la machine elle est cramée, si on va la redémarrer, lorsqu'on démarre une machine EC2, ça je ne l'ai pas dit, mais on crée automatiquement une adresse IP publique à cette machine. Alors on peut dire, si on a notre config qui dit que notre adresse IP, si elle change, il faut changer aussi autre chose. Ils ont ce qu'on appelle Elastic IP Address. Donc ces Elastic IP Address, c'est des IP fixes qu'on peut associer à une machine. Et si une machine crappe, on peut les détacher et réattacher à une autre machine. Donc c'est pour ça que pour les services qui ne sont pas managés, c'est à nous de faire la config et l'architecture nécessaire pour qu'ils soient fault tolerants. Voilà un exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, d'une architecture fault tolérante. Donc c'est une architecture qui est déployée sur une région. Cette même configuration, cette même architecture peut être dupliquée ou être prêt à être lancée dans une autre région. C'est à nous de le faire. Donc il y a cette partie-là qui est dédiée à une zone. Donc on peut dire que selon la charge qu'on a sur cette machine, faire un autoscaling pour ajouter des instances au fur et à mesure qu'on a des requêtes, des demandes, des sollicitations. Donc on peut les dupliquer sur les autres VLI puissantes pour alléger la charge, avec les load balancers aussi. Donc là on peut dire que cette partie-là c'est la partie front-end, la partie web, et ça c'est la partie back-end, la partie applicative. Et après on a les bases de données qui sont aussi qui sont synchronisées automatiquement dans les autres régions. Après il y a aussi l'option que j'ai dit tout à l'heure, S3, c'est le cross-replication, on peut l'activer aussi, pour que toutes les données qu'on met dans un bucket soient être répliquées ailleurs dans une autre région, par mesure de sécurité. Et là, le Route 53, j'en ai pas parlé, en fait c'est le service qui permet de gérer les noms de domaine. On peut gérer des noms de domaine, faire des routes, selon le mec qui se connecte aux États-Unis, où est-ce qu'il faut le rediriger. Par exemple, si on a trop de charge, diriger par exemple 50% en Europe, 50% aux États-Unis. Donc on peut mettre ce genre de règles sur le Route 53.
On peut aussi acheter des noms de domaine sur Route 53. Là, ça veut dire qu'on va facturer en double nos services. Non? C'est-à-dire? Là, on doit mettre une architecture, mettre en place cette architecture Ouais. et la mettre dans une autre région. Ouais. Bah oui, si on veut un truc qui est fault tolérant, c'est normal que tu dois y mettre le prix. Si tu t'en fous, ben, tu mets sur une seule région. Après, tu n'es pas obligé de la démarrer. Tu peux la mettre en place, mais toutes les machines sont éteintes. Et tu dois faire des checks avec les health checks. Si le truc il est down, ben, à ce moment-là, tu me déclenches. Je vais donner un exemple tout à l'heure avec création d'une infra avec du CloudFormation, où on peut aussi dire, lorsque ce truc-là il est down, ben, tu me démarres la même archi, la même, sur une autre. Pour les données, on peut par exemple utiliser une autre base de données pour l'autre architecture et mettre toujours les informations. Bah oui, ce qu'on peut faire par exemple ici, c'est je pense pour qu'une région soit vraiment down, alors que ça veut dire qu'il y a une bombe nucléaire, pour toute une région soit down, c'est la catastrophe naturelle qui n'a jamais arrivé auparavant. Donc ça aussi, ça se prévoit. Donc les personnes comme Facebook, comme Google, je pense qu'ils ont ce type d'infra derrière. Et je pense aussi sur Amazon.com. Là, on vient sur l'infra as code avec un service qui s'appelle CloudFormation. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des scripts qu'on écrit. Aujourd'hui, on peut le faire avec du format JSON ou format YAML. Donc on écrit les ressources dont on a besoin, les liens entre les ressources, de quoi j'ai besoin, la config. Je vous donne un exemple avec un script qu'on a mis en place pour le projet baromètre et qu'on va essayer de démarrer pour voir les ressources qui démarrent automatiquement sans rien à faire manuellement. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de CloudFormation. Donc on peut écrire les scripts à la main, donc il y a une partie script ici. Ou bien on peut manipuler manuellement faire drag and drop et ajouter des composants, faire les flèches. Alors moi je ne vous conseille pas parce que dès qu'on commence à manipuler manuellement, ça peut générer des codes derrière que nous on ne voit pas dans le design. Donc moi je recommande toujours d'utiliser les templates, les scripts au lieu de ça. Et ça permet d'avoir une vision de ce qu'on a codé. Et là, notre projet baromètre. Donc, c'est l'architecture qu'on a mis en place pour le projet baromètre. Donc, on a un VPC, ok. C'est déployé dans la région parisienne. Donc, on a un réseau privé, un réseau public et un réseau privé. Dans le réseau privé, on a mis notre application, notre backend. C'est une application qui expose des services web. Okay. Donc ce réseau-là, il a un accès avec une table de routage à l'Internet Gateway qui est rattaché au VPC. Okay. Cette instance-là, elle est protégée en plus par un security group dans lequel on définit quel port sur lequel il est accessible. Par exemple, le port 22 pour faire du SSH. Pour accéder dessus, le port 80 si on veut, ou le port de votre application web, on peut l'ouvrir, on peut le définir là. Et tout passe par là, tous les requêtes viennent ici. Et il y a la partie réseau privé, là aussi on a mis notre base de données. Donc notre base de données, même si on essaie d'y accéder depuis l'extérieur, c'est impossible. Elle n'est accessible que par notre réseau public. Et aussi il est protégé par un security group pour ouvrir le port. Par exemple, ici c'est une base MySQL pour ouvrir le port par défaut qui est de 3306. Et après on a la partie front-end qui est déployée, vu que c'est un projet Angular en front-end, donc c'est une application statique. Donc on a déployé dans un bucket S3 et dans lequel on a notre application. Donc lorsque vous connectez sur Baromètre, vous tapez sur le répertoire S3 et qui envoie les requêtes à notre backend. Alors, avant de vous montrer le truc en live, c'est que je vais juste parler toucher deux sur la certification. On est presque à la fin. Donc, la certification, elle est divisée en quatre parties. Il y a la partie foundation. Et je pense que c'est dédié aux commerciaux. Donc, c'est vraiment très basique. Il n'y a pas de notion technique. Il faut juste comprendre un petit peu les termes. C'est vraiment dédié aux commerciaux. C'est très basique. Tout le monde peut là facilement. Après, il y a la partie qui est un peu plus challengeante, plus technique, qui est l'associate. Là, il requiert minimum 1 an d'expérience sur la plateforme.
Donc il y a le niveau architecte, le niveau opérationnel avec le SysOps et le niveau développeur. Après, ils vont encore plus loin avec le professionnel. Donc juste pour l'anecdote, si vous êtes intéressé par la certification, j'ai fait mon retour d'expérience sur TalkSpirit. Donc vous pouvez regarder qu'est-ce qu'il faut regarder, la durée de l'examen, ici ça dure 130 minutes. Et pour les non-anglophones, on peut demander 30 minutes en plus. C'est vraiment intéressant pour les non-anglophones, donc on l'a facilement à tous les coups. Et par contre celle-là, elle est un peu plus poussée. C'est laquelle? Celle d'en bas? C'est quoi toi? Moi j'ai passé celle-là, l'architecte, solution architecte. Donc il dure 130 minutes, c'est un peu global. La difficulté dans ces certifications, c'est qu'il faut connaître beaucoup de services, alors que par exemple pour le SysOps, il faut connaître peut-être 3 ou 4 ou 5, mais ils vont rentrer vraiment dans le détail. Donc celle-là, il est un peu global, donc il faut connaître un petit peu partout, les EC2, S3, RDS, le CloudFormation, Beanstalk. Donc c'est un peu vaste, donc il faut connaître. C'est des questions de type QCM. Il n'y a pas de mauvaise note si on a une mauvaise réponse. Il n'y a pas de use case? Alors, il y a deux types de questions. Il y a des questions où c'est des réponses directes, genre est-ce que vous connaissez l'information ou pas? Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour héberger par exemple un site web statique? Là, directement c'est S3, c'est pas un scénario. Après, ils peuvent être un scénario. Ok, on a notre client sur lequel il a besoin de déployer un site web. Ce site web, il nécessite beaucoup de lecture et écriture. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? On mettrait ça. Est-ce qu'on doit mettre un auto-scaling? Donc, c'est vraiment, il décrit l'histoire dans son client. Et c'est à vous de choisir la bonne réponse. C'est vraiment des scénarios. Et là, ça demande plus de concentration pour choisir la bonne réponse. Parce que les fois, ils sont tous de bonnes réponses. Mais il faut choisir la meilleure bonne réponse. Et c'est là la difficulté. Les développeurs, les pensées que les autres. Non. Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas passé, mais je pense que c'est vraiment très détaillé. Non, alors sur le développeur, ce qu'il rajoute, c'est vraiment la partie CI/CD, on va dire. En gros, ils ont un outil code build, Code commit. Donc c'est un peu la partie Git intégrée sur Amazon. Code build, c'est tout ce qui permet de faire des pipelines. Et code deploy qui est branché directement au service CloudFront, Beanstalk et compagnie. Donc ça en gros, c'est vraiment les particularités sur la certif développement. Voilà, donc la partie professionnelle, là j'ai dit tout à l'heure c'est 130 minutes, là c'est encore plus, c'est 2h30 ou voire 3 heures d'examen, c'est vraiment là. Là ici c'est 65 questions et là je pense c'est 80 questions. Là il faut avoir minimum 72% de réussite, de bonnes réponses. Avant c'était que 65%, mais les questions ils étaient plus faciles. Là ils ont plus difficile. Là, ils ont facilité l'examen, mais ils ont augmenté la barre de réussite. Ils ont monté à 75, à 72 ou 75, un truc comme ça. Après, il y a les certifications spécialisées pour tout ce qui est machine learning, Alexa pour tout ce qui est enceinte connectée, big data, sécurité, ainsi de suite. Donc comme Ces certifs, ça expire pendant combien? Alors, avant c'était 2 ans, mais moi en 2019, ils ont augmenté, maintenant c'est 3 ans. Donc la certification, elle est valable durant 3 ans. Et si tu veux la repasser, c'est la même chose, tu repasses le même examen ou bien? Alors, vu qu'ils changent leur plateforme tous les ans, ils mettent à jour leur examen parce que les trucs qui étaient valables il y a 2 ans, c'est plus valable. Notamment sur le tableau que je vous ai montré, le nombre de lecture-écriture sur des machines de type EC2 ou de type EBS. Ça, il les évolue au fur et à mesure. Donc, il faut se mettre à jour pour répondre à la bonne question. C'est comme ça. Voilà. Donc, avant que vous me posiez des questions, si vous êtes intéressé, bien sûr... Ah merde, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas sur mon poste. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je termine sur est-ce que vous avez des questions, et par la suite je vais utiliser mon poste et je vais vous montrer directement sur mon laptop parce que je ne peux pas le projeter et je n'ai pas d'HDMI. Je pourrais vous le faire mais je n'ai pas l'accès ici. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est très clair. En fait, est-ce que les services AWS permettent de remplacer
toute l'infrastructure d'une société. Donc une société qui commence from scratch, elle va dire, moi je vais rien investir chez moi, donc je vais tout trouver chez AWS. Ouais, mais vraiment, tu peux tout faire sur AWS. Voilà, donc, il y a tu peux plus- créer un environnement pour les développeurs, des workspaces pour vos utilisateurs, on peut tout faire. Et donc là, par exemple, ils proposent des services de type CA, de type Container as a Service par exemple. Ouais, On en a ECS. pas parlé. Ouais. Est-ce qu'il y a des services comme ça par exemple? Des services comme ça. D'autres? Oui, en fait, des services par exemple concernant les containers. Donc, Oui, il y a ECS, ouais. ECS. Ouais, Elastic Container Service. Le EKS, mais c'est managé par Kubernetes et non pas par Amazon. Eux, en gros, ils te disent ça. C'est que nous, on garantit des services. Mhm. Mais il y a certains qu'on vous donne à disposition, mais c'est à vous de les faire. C'est-à-dire c'est à toi d'aller installer, en fait, faire monter un Cluster. serveur Kubernetes et de manager en fait tes conteneurs Docker. Je pense, Mehdi, que tu as aussi des choses, ça te dépend de ce que tu veux aussi. C'est-à-dire que tu n'auras pas Outlook, Skype et Office 365 sur... C'est à toi de les installer. Donc il y a un minimum de choses qu'il faut installer. Donc forcément, il va y avoir une machine en interne, donc un serveur en interne. Bah, si tu veux une suite Microsoft, oui, tu ne l'auras pas sur le cloud du concurrent. D'accord. Alors, ça dépend aussi de l'éditeur. Est-ce que l'éditeur il va chez Amazon ou pas? Puisque derrière l'infra, tu as aussi l'appli qui fait partie du service, du système, quoi. Et je voulais ajouter aussi un truc, peut-être se faire un... Vas-y, dis. Hein. C'est en fait tout ce qui est mis par l'interface, tout ce qui est exposé par l'interface. En fait, eux, ils sont basés sur des API pour développer leur console. Et cette console, de la même manière, on offre une version en mode commande. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire via la console, tu peux le lancer en commande. Ouais. Et en mode SDK. C'est-à-dire toutes les applications que toi tu peux concevoir et utiliser des librairies dédiées pour Amazon pour pouvoir les utiliser ou pour les déployer sur l'un de leurs services. Ouais. Voilà. En fait, lorsqu'on crée un utilisateur en fournissant un nom et un mot de passe, lorsqu'on le génère, ça génère automatiquement ce qu'on appelle un Access Key ID et qui permet à un développeur de se connecter. Donc ça, c'est un fichier qu'on fait dans notre code source quelque part et qui permet de s'authentifier. On met aussi la région dans laquelle on a créé l'utilisateur et qui permet d'authentifier la personne ou le code qui se connecte à notre console. Ouais. C'est généré une seule. Pareil pour la machine EC2, on te donne la possibilité de télécharger une seule fois ta clé. Ouais. Et si tu la perds, tu détruis ta machine et voilà,